Pluie d'étoiles, comètes, satellites, attachez vos ceintures, vous l'avez compris, aujourd'hui nous quittons la planète Terre et ses turbulences pour se plonger dans l'immensité fascinante du cosmos. Bienvenue à tous, Manaon. Nous recevons aujourd'hui pour l'entretien du jour une invitée d'exception qui allie ambition et passion pour un domaine fascinant mais encore méconnu, l'espace. Bienvenue Mializou Razanakout, bienvenue sur l'émission. Merci de m'accueillir. Mais c'est un grand plaisir. Donc, à seulement 27 ans, vous avez un parcours assez impressionnant. Est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus, toutes vos études, pour qu'on comprenne mieux sur quoi on va parler aujourd'hui? Alors, pour faire un peu plus bref sur mes études, alors effectivement, donc, je suis une passionnée avant tout d'astronomie. Du coup, j'ai choisi en fait, à la fin de mon cycle, mon baccalauréat, j'ai choisi de faire la physique et en parallèle de cela, j'ai fait des études en gestion de projet, en management aussi, et qui m'a permis de venir ici en France. Mais ces études aussi et cette passion m'ont permis de créer en fait une association qui s'appelle Haikintana, qui fait la promotion de l'astronomie à Madagascar. D'accord, c'est super intéressant. Il me semble qu'en 2025, ce sera les 10 ans de l'association. C'est vous qui l'avez créée. Vous êtes fondatrice de cette association qui vise à éduquer les gens et de faire Madagascar l'un des acteurs clés dans ce domaine de la sensibilisation de l'espace dans l'Afrique. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, comme vous venez de dire, donc on a cet objectif de sensibilisation de l'astronomie au sein de la population malgache. Donc c'est quoi en fait finalement ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser des ateliers pédagogiques orientés donc, sur les sciences, notamment sur l'astronomie. On va aussi faire des observations du ciel étoilé. On a aussi pas mal de projets avec différentes partenaires nationales comme internationales qui ont permis la construction, par exemple, d'un observatoire robotisé à Madagascar. On peut en reparler après. Mais du coup, ça fait partie des engagements qu'on met en place à Madagascar. Nous sommes aussi, en fait, avant tout aussi une communauté pour les passionnés comme moi, comme d'autres personnes à Madagascar, pour que, en fait, on puisse simplement nourrir notre passion entre nous. Puisque, comme vous pouvez savoir peut-être, quand on est passionné de quelque chose et qu'on se retrouve un peu tout seul, en fait, cette passion peut mourir, quoi. Mais du coup, on est aussi là pour dire qu'on a le droit de rêver, même si on est à Madagascar, et on peut ensemble faire quelque chose de beau à travers cette passion. C'est très intéressant, surtout qu'il y a un chiffre qui a retenu mon attention. Environ 30% des Malgaches choisissent des filières scientifiques après le lycée et pour plus de la moitié des hommes. Alors pourquoi vous pensez que l'éducation scientifique est cruciale pour l'avenir du pays et même de l'Afrique? Je pense que, effectivement, de manière générale, les sciences sont nécessaires, sont essentielles pour un pays, dans un objectif de développement, tout simplement socio-économique d'un pays. Et pour Madagascar en question, en fait, c'est un pays, c'est une île pleine de ressources naturelles, minières comme marines aussi. Et elle possède aussi un des plus beaux ciels qui se trouve dans l'hémisphère sud. Et miser en fait sur la science, miser en fait sur la jeunesse finalement malgache ou africaine va tout simplement permettre de non seulement apporter une sorte de développement individuel, donc pour chaque personne, donc dans leur quotidien, mais également aussi un développement plus collectif, puisque on sait tous ce que la science a apporté au monde. On sait tous tout simplement, par exemple, l'ingénierie, ce qu'il a apporté au monde, la médecine, ce qu'il a apporté au monde. Et nous, donc on parle d'astronomie, tout simplement parce que c'est une science déjà hyper accessible. Tout le monde peut voir le soleil, tout le monde peut voir les étoiles. Et à travers cette astronomie, effectivement, en fait, on va inspirer, on va inciter à aimer les sciences aux jeunes malgaches, voire africaines aussi. D'accord. Et vous êtes également impliqué dans l'African Astronomical Society, dans la SAF, Société Astronomique de France, membre aussi du SGAC et coordinatrice pour Madagascar pour l'Astéroïde Day. Mais surtout, hier, il me semble que vous étiez en activité chez les petits cueilleurs d'étoiles. Alors, vous observez la nuit, vous enseignez. Quand est-ce que vous avez le temps de dormir
on se demande. Alors effectivement, on ne dort pas, nous. Les astronomes ne dorment pas. Mais non, en fait, c'est une question d'organisation, tout simplement. Quand on aime quelque chose, je pense que tous les passionnés que ce soit de sciences, que ce soit de musique ou que ce soit d'autres choses, en fait, finalement, partagent cette même expérience que moi, qu'on trouvera toujours, en fait, un petit moment dans la journée pour faire quelque chose qu'on aime. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait exactement hier avec les petits cueilleurs d'étoiles ? Alors, en fait, les Petits Cueilleurs d'Étoiles, c'est une association française qui visitait les enfants malades dans les hôpitaux. Donc, du coup, hier, j'étais avec un binôme, donc un collègue à moi au sein des Petits Cueilleurs, en me déguisant en astronaute. Voilà, donc du coup, on vient au chevet en fait des enfants malades pour déjà les visiter, mais aussi pour apporter en fait un peu d'émerveillement dans un endroit pas tout le temps joyeux, quoi. D'accord. Et vous êtes une femme dans un domaine quand même encore dominé par les hommes. Alors c'est peut-être un problème plus global. Alors pour vous, qu'est-ce qui freine les femmes, les jeunes femmes africaines à rejoindre ce domaine ? Alors c'est vrai que c'est un phénomène finalement mondial, le fait qu'il y a peu de femmes qui choisissent les filières scientifiques. Ce que moi j'ai pu constater déjà chez nous à Madagascar, c'est le côté où il y a la culture en fait aussi qui existe encore. Enfin, la culture peut freiner, en tout cas, cette ambition de faire des sciences pour les femmes, puisqu'il y a toujours cette hiérarchisation des rôles dans un foyer, que la place de la femme est à la maison, et même si une femme travaille, ce sera pour des métiers qui sont aussi nobles que scientifiques, hein, mais en tout cas, on nous pousse plus en tout cas à aller dans des métiers comme être coiffeuse, être couturière, être institutrice. Encore une fois, ce sont des métiers aussi nobles, mais en fait, il y a moins de sensibilisation justement de femmes pour entrer dans les sciences, aussi par le manque tout simplement de femmes scientifiques. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux, si on peut le dire comme ça. Donc, on essaie toujours dans nos activités justement de sensibiliser les femmes, et on a pu même constater au cours des années que beaucoup de progrès en fait, scientifiques ont été réalisés par des femmes. Et pourquoi ne pas tout simplement se lancer si on a ce rêve-là. Et effectivement, en tant que femme, ça me tient à cœur de pouvoir dire que, en fait, on peut aussi, nous, travailler dans un domaine qu'on aime, et que peu importe finalement ce que les hommes ou que la société peuvent nous dire, ce que la culture qui nous a été incitée disent. Je pense qu'il est temps de casser un petit peu ce mythe de la femme au foyer, et que voilà, il faut... Et comment on pourrait faire, vous pensez? C'est grâce à des associations comme vous avez fondées qui pourraient peut-être sortir ces femmes de ces carcans, et comment Alors effectivement, il y a les sensibilisations faites par les associations. Alors à Aquitaine, on est une, mais il y en a d'autres aussi, pas seulement dans l'astronomie, mais dans les autres domaines scientifiques, mais aussi de valoriser en fait les travaux qui existent déjà, qui ont déjà été réalisés par d'autres femmes. Parce que en fait, en voyant une sœur, une amie, voilà, une autre personne qui est comme nous finalement, réalisant son rêve ou travaillant simplement dans un domaine, peut voilà, nous motiver à franchir le pas. D'accord. Donc maintenant, on va se concentrer peut-être plus sur l'Afrique, les enjeux, les défis de la géopolitique peut-être et du spatial. Alors premièrement, j'aimerais que vous essayiez d'expliquer aux téléspectateurs un peu la différence entre deux domaines qu'on confond souvent, l'astronomie et l'astrologie. Alors est-ce que vous pouvez faire cette juste vulgarisation? Alors, je vais répondre un peu comme que les autres confrères dans l'astronomie disent, répondre à cette question. Simplement, l'astrologie n'est pas forcément une science. Donc l'astronomie, c'est l'étude des astres, en fait, comme un peu dans son nom. On n'est pas là, en fait, à lire les cartes ou le ciel et deviner ce qui pourrait se passer demain. On n'est pas des devins. L'astronomie a différentes branches scientifiques qui vont étudier une partie, par exemple, une partie
quand je dis une partie, c'est par exemple le domaine de la planétologie, c'est un domaine de l'astronomie, en fait, qui va étudier les planètes, la cosmologie, ainsi de suite. L'astrologie, c'est un ensemble, du coup, de création, en fait, d'une sorte de carte astrale de naissance, et qui se base effectivement sur les étoiles, sur la position des planètes, mais ça n'a aucun lien avec ce qu'on fait en astronomie. D'accord. Et donc l'Union africaine, elle se penche sur la coopération spatiale. On sait que quelques pays sont seulement investis. Le Rwanda, l'Égypte, l'Afrique du Sud et Nigeria sont vraiment actifs, même si on sait qu'il y a 55 pays qui sont vraiment investis dans la coopération. Pensez-vous que le continent africain est en retard à ce niveau-là par rapport aux autres? Concernant le spatial africain, l'Afrique en question ou les autres continents? Par rapport à l'Afrique en tant que continent, donc son impulsion par rapport au spatial. Exactement. Alors, c'est vrai qu'en termes de technologie, en termes de compétences, en termes d'avancées technologiques, donc du coup, l'Afrique présente effectivement un retard. On peut le constater, je pense que je ne peux pas forcément le nier, mais ce que moi je pense, c'est que ça peut être aussi une opportunité pour utiliser ce petit retard comme un moyen de bien cibler en fait finalement dans quelle activité le continent va se concentrer. Et le retard finalement pourrait être comblé d'ici quelques années, mais à condition qu'on commence maintenant. D'accord. Et justement, pour relativiser un peu tout ça et voir qu'il y a quand même une croissance, au niveau des chiffres des investissements, on compte environ 19,5 milliards de dollars qui ont été investis en 2021. Et en 2026, on estime quand même une augmentation jusqu'à 22,64 milliards de dollars. Donc on voit qu'il y a un progrès là-dedans, que ça coûte cher. Mais alors, par rapport à tous ces défis structurels, de développement et d'infrastructures qu'a l'Afrique, est-ce que vous pensez que l'investissement dans le domaine spatial est une priorité? De manière générale, l'investissement tout court des pays dans les domaines scientifiques est toujours une priorité. Et donc, pourquoi pas le spatial? Le spatial, on a pu constater durant ces dernières années son intérêt en fait et son impact dans notre vie quotidienne, que ce soit tout simplement l'envoi des satellites qui ont permis la mobilité grâce au GPS, le fait, les satellites aussi qui ont permis aussi l'avancée de la télécommunication, etc. Donc ça reste en fait un domaine prioritaire. Je ne sais pas si le terme prioritaire est bien placé, mais en tout cas, c'est essentiel pour développer les pays du continent. Donc, il ne faut pas négliger, en fait, c'est une part qui n'est pas négligeable. On vit dans un monde, on vit dans la même planète finalement, et dans un même monde où les autres pays, dans les autres continents, ils avancent en utilisant donc, cette technologie, en utilisant en fait, en investissant dans cette partie-là, donc dans le spatial, rien ne nous empêche aussi d'apporter notre contribution dedans et d'utiliser aussi cet espace finalement pour nos propres développements. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est essentiel. On l'utilise partout, la télévision, les GPS, les téléphones, la radio. Vous avez travaillé pour Orange Madagascar, il me semble, un opérateur qui dépend principalement de l'espace avec ses satellites. Et donc, comment pour vous, on devrait sensibiliser les autres pays à s'investir davantage dans les infrastructures spatiales? Les autres pays africains? Les autres pays africains, exactement. Donc, déjà, la sensibilisation, tout simplement, va se porter sur le gain qu'on va pouvoir avoir, que la spatiale, finalement, va nous apporter. Je prends l'exemple de Madagascar, parce que finalement, oui, c'est le pays que je connais le plus. Donc, par exemple, tout simplement, l'utilisation du spatial à des fins pratiques au quotidien, comme la surveillance des forêts,
la surveillance des mers, comment on appelle ça, les frontières côtières, Oui. les côtes, par exemple de Madagascar. Le satellite aussi sera aussi utilisé dans l'agriculture. Donc vraiment, le spatial, c'est un outil qui va permettre de traiter différents problèmes qu'on rencontre souvent tout simplement au quotidien sur Terre, quoi. C'est un vrai outil de planification, de gestion, de décision qui permet aussi un vrai développement économique et social. C'est ça, économique et social, puisque ça va enrichir déjà les compétences. Donc il y a quand même un appel à une éducation et formation des locaux, du coup des personnes de chaque pays. Et ça va permettre aussi d'attirer en fait des investisseurs, tout simplement, dans le pays. Puisque si on sait que nous arrivons à créer quelque chose dans le domaine spatial, à avoir les compétences nécessaires, ça va forcément attirer des investisseurs dedans. Et il ne faut pas aussi oublier que le spatial, c'est un bon moyen, un bon terrain pour la coopération internationale. Et encore une fois, ça va rajouter une sorte de notoriété, une sorte d'image aussi en fait qu'on va véhiculer, comme quoi on est un pays qui veut avancer, qui veut faire les choses bien. Oui, et l'Union africaine, c'est un bon exemple de coopération internationale à ce niveau-là, puisqu'on compte aujourd'hui du coup 55 pays. Il y a quand même des divergences. Il y a environ 21 pays qui disposent d'une agence spatiale ou d'un programme spatial structuré. Donc il y a quand même des écarts, même si ça semble s'harmoniser avec le temps. Et pour vous, quelle est la priorité pour l'Agence spatiale africaine en termes de budget, d'activité? Qu'est-ce qui, pour vous, est la priorité? Donc actuellement, en termes de priorité pour le développement du spatial en Afrique, ce serait donc la formation déjà, la formation et l'éducation de la jeunesse africaine dans les différents domaines. Quand on parle de spatial, en fait, ça va toucher plusieurs domaines. Pas seulement, du coup, il y a effectivement les sciences en termes d'astronomie, mais il y a aussi d'autres domaines d'ingénierie, par exemple, des télécommunications, etc. On a pu voir l'arrivée des différents pays qui ont lancé déjà des satellites, donc se concentrer dans cet élan déjà, de cette premier élan de lancement de CubeSat ou de nanosatellites, en fait, qui a des fins comme j'ai mentionné tout à l'heure, d'utilisation dans l'agriculture ou dans la surveillance des feux de forêt ou ce genre de choses. Donc continuer dans cette éducation, la production de satellites, cela va permettre d'inciter en fait à la création de start-up tout simplement dans les différents pays africains, et aussi la participation active des universités à concevoir par exemple des idées pour tacler les problématiques que chaque pays rencontre. Donc vraiment investir en fait dans cette formation, éducation au niveau spatial. D'accord. Et on sait que l'Afrique, c'est un des plus grands territoires, c'est très vaste. L'utilisation de l'espace est de plus en plus nécessaire, à tel point qu'on parle même de guerre des étoiles. Alors pourquoi c'est devenu un enjeu aussi important selon vous et pourquoi l'Afrique en a-t-elle besoin? L'enjeu de l'espace. Alors déjà, l'espace, c'est un terrain qui a toujours fasciné, chaque terrien, je pense. Chaque personne qui habite sur cette planète ont tous déjà été fascinés par ça. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, la facilité de communiquer assez rapidement grâce aux réseaux sociaux et ainsi de suite, tout ça a permis que les choses deviennent possibles. Les choses deviennent beaucoup plus possibles et du coup, on veut aller de plus en plus vite, on veut conquérir de plus en plus vite en fait, d'autres territoires qu'on n'a pas encore vus. Et l'espace en fait, fait partie de ce territoire que les pays
ils cherchent à avoir. On a pu les voir grâce au lancement des constellations de satellites. Hein. Finalement, c'est quand même une grande question quand même sur de questions de territoire. Je parle de territoire alors qu'on parle d'espace. De base, l'espace appartient à aucun pays. Mais n'empêche, l'utilisation de l'espace, du coup, présente quand même un vrai enjeu pour les pays. Parce que c'est un terrain où on va tester des technologies, comme je viens de dire tout à l'heure, mais aussi pour encore et encore faire avancer les choses. Donc dans cette course des étoiles, ou dans cette guerre des étoiles, comme vous venez de le dire, l'Afrique effectivement a intérêt, ou plutôt souhaite aussi à s'inviter à cette course. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on a tout à fait le droit, l'espace est à tout le monde, et on a besoin d'entendre finalement tous les pays, puisque l'investissement dans le spatial, il n'y a pas seulement un investissement économique, parce que c'est un budget, mais c'est aussi un investissement écologique, humain, et ça a un impact direct en fait sur notre vie quotidienne. Donc c'est important de ne pas dormir en tout cas, mais de chercher en tout cas à avancer. Certes, on n'aura pas forcément les mêmes budgets, on n'aura pas forcément les mêmes objectifs que les autres pays, mais déjà commencer quelque part, c'est déjà bien. Il me semble qu'il y en a un qui veut avancer plus vite que les autres, c'est Elon Musk. Le 19 novembre, avec SpaceX, ils ont fait décoller leur méga fusée Starship, mais ils ont dû renoncer à rattraper le premier étage avec ses bras mécaniques. Donc cette manœuvre a échoué. Pourtant, elle avait réussi le mois dernier. Est-ce que pour vous, comment vous voyez Elon Musk? Est-ce qu'il a des projets fous, mais est-ce qu'il peut les réaliser vraiment? La colonisation de Mars, comment vous voyez cet homme et comment il est vu même dans ce domaine? Alors, me prononcer sur comment je vois Elon Musk, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a des projets assez fous finalement. Et je pense que avec les capacités qu'ils ont, avec le budget qu'ils ont, c'est tout à fait possible que ces projets puissent être réalisés. Ouais. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Après, c'est voir en fait, pour moi, en tout cas, le spatial, l'exploration spatiale, ça se fait pas en individuel, mais ça se fait en coopération. Donc moi, je partage plus le côté ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour entre les différents États, donc que ce soit des États africains ou autres, quels seront en fait notre objectif ensemble pour qu'on puisse les atteindre ensemble finalement et à des fins beaucoup plus utiles. La colonisation de Mars, certes, ça reste quand même un rêve qu'on a depuis très longtemps, même avant que Elon Musk arrive sur le terrain. Mais ça reste aussi un projet très très ambitieux qui, je pense, n'arrivera pas d'ici tôt. Tout simplement parce qu'on a besoin encore et encore de technologies beaucoup plus puissantes que maintenant. Et déjà faire le voyage entre Terre et Mars, ça prend beaucoup de temps, environ 6-9 mois. Donc voilà, c'est encore un peu loin pour arriver à ça. Mais on voit aussi qu'il y a quand même des pays africains qui s'investissent énormément là-dedans. Je pense notamment au Kenya qui, en avril 2023, a lancé son premier satellite opérationnel en collaboration justement avec SpaceX, oui. Visant à stimuler l'innovation scientifique et le développement de ces programmes spatiaux. Donc pour vous, est-ce qu'il y a quand même une possibilité aussi de coopération entre des États et des grandes entreprises comme SpaceX? Ça peut être des atouts. Tout à fait. Effectivement, oui. Le fait d'avoir un lanceur spatial permet d'appuyer les projets des différents États en voie de développement. Il n'y a pas que SpaceX, mais il y a aussi Ariane, par exemple, pour l'Agence spatiale européenne. Mais effectivement, oui, ça reste quand même un atout, voilà, pour les autres pays, d'avoir un lanceur aussi puissant. Voilà. Et quelle est votre vision du développement spatial africain et peut-être malgache, puisque c'est plutôt votre terrain de prédilection, dans les prochaines années? Comment vous voyez-vous cette dynamique?
Vu comment les choses sont maintenant, dans les prochaines années, je crois qu'on arrivera, on espère en tout cas, avoir plus d'agences spatiales qui s'ouvrent par pays. Et puis fédérées par exemple l'agence spatiale africaine, qui est du coup l'agence spatiale qui a été créée justement pour favoriser la coopération des différents pays, différents États africains. Comme je viens de dire tout à l'heure, ce sera plus dans cette utilisation pratique de l'espace. Dans les prochaines années, je pense que ce serait plus dans ce sens-là, comment je vois les choses par rapport aux avancements. Comme je disais tout à l'heure, du coup, l'utilisation de l'espace pour l'observation de la Terre, pour notre vie sur Terre, en fait, mais pas forcément des programmes spatiaux, peut-être après encore plusieurs années. Donc, finalement, ce qu'on est en train de construire en ce moment en Afrique, c'est aussi pour laisser un héritage pour la future génération des jeunes Africains, en fait, afin que peut-être dans 50 ans, dans quelques années, voilà, on aura des missions spatiales beaucoup plus axées scientifiques, finalement, gérées par des pays africains. Franchement, j'y crois. Donc, il faut rester positif et optimiste. Donc, merci beaucoup. Il y a encore beaucoup à faire. Donc, on verra ça, peut-être avec vous d'ailleurs, plus tard. Mais merci Mializou Raznakut, merci à tous, chers téléspectateurs. J'espère que vous aussi, vous avez eu les étoiles plein les yeux et on se retrouve bientôt. Merci à tous et bonne suite d'émission.